Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de la Grèce à nouveau, sommé par la Commission européenne donc d'accélérer un certain nombre de réformes, un an après l'accord qui a été signé entre le gouvernement grec et l'Union européenne, qui a imposé, comme on l'a souvent dit et comme vous le savez tous, des mesures drastiques, d'austérité drastique au pays. Nous évoquerons également, et ça a un rapport bien sûr, la situation en Espagne et au Portugal, avec la menace cette fois-ci réitérée en début de semaine ici au Parlement européen par la Commission européenne, menace de suspension des fonds structurels européens à ces deux pays, à l'Espagne et au Portugal. Et puis nous ferons le point également sur la situation en Syrie et sur la manière dont l'Europe compte ou ne compte pas du tout dans ce conflit. On n'a pas l'impression qu'elle est très très présente jusqu'à maintenant. On va voir ça avec vous. Merci d'être là tous les trois. Stelios Kouloglou, vous êtes député grec. Vous faites partie de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, vous êtes également membre du Syriza. Ernest Maragall, vous êtes député catalan, espagnol, vert, Alliance Libre Europe. Et puis Gilles Pargneaux, vous êtes député socialiste et démocrate. Alors, la Grèce, je le disais à nouveau sur la sellette, dans le collimateur de l'Europe. On l'a entendu hier par la voix du commissaire européen Pierre Moscovici. Il faut accélérer les réformes sur les retraites, sur la gouvernance des banques, la libéralisation du marché de l'énergie. D'ici lundi, dans 4 jours, date de la réunion de l'Eurogroupe. Alors, on va commencer avec vous, Stelios Kouloglou. Comment est-ce que vous interprétez ce qui ressemble quand même à une nouvelle pression de la Commission européenne sur la Grèce? Écoutez, d'abord, depuis 6 ans, on vit avec ultimatum tout le temps. On a un ultimatum de 10 jours, de 20 jours et tout ça. Mais quand même, je pense que le discours de M. Moscovici, je le trouve plutôt positif que négatif, parce qu'il a dit que la Grèce a fait plus de réformes que n'importe autre pays, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Néanmoins, il demande que ça aille quand même un petit peu plus vite, là, tout de suite. Il voudrait que ça aille un peu plus rapidement. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours cette question de privatisation. Parce que là, derrière les grandes paroles sur les réformes et tout ça qui n'ont été pas faites si rapidement et tout ça, se cache la question de privatisation. Parce que, comme je disais, le pays est en vente à ce moment-là. Alors, par exemple, l'Allemagne a acheté 14 aéroports régionaux, oui, c'est ça. Une firme allemande a acheté 14 aéroports avec des prix bon marché. Alors, il y a aussi des autres pays, et c'est aussi le cas de la France, qui demandent aussi leur part. La Chine achète beaucoup. Des gâteaux. Oui. Alors, ça, c'est le parti ultimatum. Et ça, il faut avancer, il faut faire des réformes. Quelles réformes? Privatiser. Je ne sais pas si c'est... Privatiser et élever les impôts sur la renouvelable. Hein? Ouais. Ouais, ça, c'est absurde. Ernest Maragall, oui, dites. C'est tout à fait absurde. Hein? Parce que c'est une avalanche de taxes. C'est une avalanche de taxes de tous les domaines. Alors, redisons peut-être... Sur les renouvelables, ça, c'est encore plus sensible. Voilà. Redisons peut-être un mot rapidement de la situation en Grèce économique aujourd'hui, situation de l'emploi d'abord, qui n'a pas tellement évolué depuis un an. Comment vous la jugez, cette situation économique aujourd'hui en Grèce? La situation économique devient de plus en plus difficile parce qu'avec les nouvelles mesures très draconiennes, on a imposé des taxes sur des taxes sur des taxes, ce qui ne facilite pas le développement, par contre facilite la récession de l'économie. Alors, donc le plan n'a pas servi jusqu'à maintenant. Les accords qui ont été signés l'année dernière, on ne peut pas dire que c'est des accords qui ont été productifs en termes de redressement économique de la Grèce. Non, parce que le but de ces mesures n'était pas le redressement de l'économie. Le but est de collecter de l'argent pour payer les créanciers, pour rembourser les créanciers. Mais le problème, c'est qu'il y a la question des réfugiés.
la question des réfugiés qui s'aggrave, qui devient de plus, encore une fois, plus grave. Mais on peut parler Voilà, après. on va en discuter. Ouais. Jules Pargnot, vous vouliez Oui. sur cette situation en Grèce actuelle. Oui, Et sur ce qu'exige l'Europe, Oui. ce que veut l'Europe. Il y a un an, on a tous retenu notre souffle, parce qu'on avait envie qu'effectivement on ait cette solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce, et on a vu toutes les difficultés à ce que cette solidarité se fasse. Comme vient de le dire mon collègue à l'instant, l'accord qui a été trouvé il y a un an n'était finalement pas un accord d'investissement pour permettre à la Grèce de relancer la machine économique, mais seulement un accord financier. Donc on doit rester... Rembourser les dettes existantes. Voilà, et donc on doit, je crois, à l'échelle de l'Union européenne. C'est pour ça que je trouve que hier, Pierre Moscovici a eu un discours qui va dans le bon sens. Il dit la responsabilité n'est pas que du côté de la Grèce, la responsabilité de l'Europe, c'est le travail sur la dette. Nous devons effectivement, à l'échelle de l'Union européenne, faire en sorte qu'il y ait un allègement de la dette grecque si nous voulons effectivement aider et que la Grèce s'en sorte. On va reparler de cette dette. Ernest Maragall, quand même, sur la situation en Grèce et la manière dont vous la Non, jugez. je partage absolument les critères sur la dette, mais il faut le faire, hein, parce qu'on en parle depuis mois. Mais oui, parce que c'est ça, C'est bien une question. allègement de la dette, mais on ne la voit pas venir. On ne les voit quoi. pas. Hein. Donc l'Europe a imposé à la Grèce, comment dire, puisque la Grèce ne peut pas, comme d'autres pays, dévaluer la monnaie, hein, donc il les impose l'obligation de dévaluer la réalité, les salaires, les services publics. C'est là que la Grèce, comme d'autres pays, comme l'Espagne, comme Portugal aussi, la Grèce dans une mesure épouvantable, hein, on dirait. Donc c'est la pauvreté qui vient imposer en quelque sorte. Non? Alors, il faudrait l'investissement. Il faudrait l'investissement. Mais Alors, dernier, encore une fois, comme le disait Gilles Pargnot, c'est l'investissement. Pour l'instant, l'argent qui est donné ne sert pas à ça. Quoi. Mais il n'est pas injecté dans l'argent qui vient d'Europe, c'est dans les poches des banques françaises et allemandes. Non? Pas uniquement, mais en même temps, donc, il faut aller plus loin. Il y a un an, j'étais en Grèce avec la commission de contrôle budgétaire. On est allé examiner si les fonds européens sont bien mis en œuvre. Et c'est le cas, hein, que ce soit pour le métro de Thessalonique, le lac Karla ou l'autoroute Grèce centrale Xiniada-Trikala. On voit bien qu'il y a là des financements européens qui ont permis ces réalisations et ces investissements. Mais il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. C'est 3 fois plus de financements européens que nous devrions donner en direction de la Grèce. Je ne sais pas si la Grèce, par exemple, profite suffisamment du plan Juncker. Je ne crois pas. Non? Je ne crois pas. Ni des plans Juncker, évidemment, ni des plans de Banque centrale européenne. La Grèce est exclue du programme. Mais d'un autre côté, on vous force à la Grèce à être un peu la prison de réfugiés. C'est ça. Au nom de l'Europe. Hein. Tenez-les, tenez-là. Ne les laissez pas passer. Alors, ça, c'est le deuxième gros problème. Alors, qu'il faut qu'on on va en reparler. Stelios Kologlou a commencé à en parler. Et on a quand même l'impression que la Grèce est dans un espèce de processus de dépendance perpétuelle vis-à-vis des bons vouloirs européens. Et avec peu de résultats. Enfin, encore une fois, on le redit, mais il n'y a pour l'instant pas tellement de résultats visibles qui permettraient de dire, bah oui, mais tout ça, ça permet quand même à la Grèce d'avancer, de redémarrer, de repartir. C'est pas ce qu'on constate, Stelios Kologlou. Bon, parce que c'est drôle, mais maintenant, un des grands problèmes de la Grèce, c'est la période électorale en Allemagne. Parce que même si on a décidé pendant le mois de mai que jusqu'à la fin de l'année, on va traiter et décider sur la réduction de la dette grecque, maintenant, M. Schäuble et Mme Merkel disent que non, il ne faut pas toucher ça et ils ne veulent pas le toucher. Tant que les élections. Parce qu'il y a, Mme Merkel se trouve face au grand problème interne avec l'extrême droite, Allemagne et tout ça. Alors, mais ça fait un grand problème pour les politiques, pour le gouvernement. Parce que le gouvernement a promis, qu'il faut de toute façon supporter encore des mesures d'austérité, mais je vous donne à la fin de l'année la réduction de la dette. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement va donner? Oui. Mais ce qui est aussi très grave pour la Grèce,
au-delà de ce que vient de dire mon collègue, c'est les problèmes de migration qui viennent impacter l'économie grecque d'une façon très forte. Et là aussi, pour l'instant, rien de la part des pays européens pour permettre une coordination ou qui permettent une solidarité. Or, je crois qu'il faut que la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal puissent coopérer en ce domaine. Et moi, je trouve que l'initiative prise par Alexis Tsipras le 9 septembre, qui est permettre un sommet des pays du Sud, c'est une très bonne initiative. Les pays de l'Est de l'Europe, le groupe de Visegrad existe bien, donc pourquoi pas celui du Sud? Et donc c'est important pour faire le pendant. Des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, comme la France et comme avec la Grèce, puissent effectivement prendre une initiative commune. Et ça aidera d'ailleurs à ce que nous puissions combattre les nationalistes en Allemagne. Oui, Ernest Maragall, vous êtes député catalan, on l'a dit tout à l'heure, espagnol. Ça existe pour vous, à l'heure actuelle, on ne va pas dire ce front, mais ce groupe en tous les cas, autour de... On en reparlera tout à l'heure à propos de la situation en Espagne et au Portugal, mais un groupe tout de même de pays et d'opinions, j'allais dire progressistes, qui soutiennent un petit peu à l'heure actuelle. Ça devrait exister, mais pas seulement, je suis d'accord, hein, M. Pargnon, mais pas seulement pour agir d'une forme conjointe, mais aussi pour changer la politique européenne globale. Il faut faire front, mais il faut aussi influencer, il faut changer. Le problème de la Grèce, ce n'est pas si différent des problèmes de l'Espagne ou du Portugal. Non? Il y a des mesures, il y a des proportions, il y a des situations concrètes, il y a une histoire individuelle, mais il y a un problème commun. Hein. On l'a vu hier dans la session Régie Econ ici sur la question de la suspension des fonds structurels pour l'Espagne et le Portugal. Bien sûr. On va en reparler dans quelques minutes. C'est vrai qu'il y a un an, on a eu l'impression, on n'a pas eu que l'impression, c'était une réalité que la Grèce se trouve un petit peu seule quand même en Europe. C'est aussi le sentiment aujourd'hui, ça a évolué, où on ressent un peu plus ce que Ernest Maragall est en train de nous parler en ce moment, un peu plus de solidarité entre un certain nombre de pays européens qui ont des problèmes ou des situations communes avec la Grèce. Pour nous aider, mais pour prendre l'initiative aussi, hein, globale. Non, ça a évolué de façon positive, parce qu'on avait cette initiative de Tsipras et l'ambiance envers la Grèce a changé. Maintenant, presque tout le monde, même la droite, admet que le gouvernement fait des efforts sérieusement et tout ça, même pendant l'Assemblée, pendant la discussion sur la Grèce, même les présidents de la droite étaient beaucoup plus modérés que c'était le cas auparavant. Le grand problème, c'est que personne, à ce moment-là, ne tient pas en compte la question des réfugiés. Parce que la question, c'est une question très grave, à la fois économique, parce que l'État grec doit dépenser beaucoup d'argent, seul, parce que l'aide donnée ne va pas au gouvernement grec, va au ONG. Ça, c'est par définition de cette aide. Mais en réalité, c'est l'État grec dépense beaucoup d'argent pour les hôpitaux, l'éducation, les nécessités pratiques de chaque jour, quotidien et tout ça. Et sans avoir beaucoup de moyens, évidemment. C'est politique. Oui. Parce que les îles sont au bout de l'explosion. Les îles à côté, et comme les vagues de réfugiés a commencé à augmenter après le coup d'État à Turquie, par exemple, avant-hier, on avait 250 réfugiés. 250 réfugiés, ça fait 7000 pour une île. Oui, c'est ça. 7000 pour une île. Pour une île comme Lesbos, c'est trop. Une très grande île. Oui. Alors, on va voir l'extrême droite se renforcer encore une fois. C'est la question que j'allais vous poser. Quelles sont les conséquences politiques? Comment le peuple grec, les gens en Grèce supportent une situation comme celle-ci? Évidemment, Syriza est mis sur la sellette, on le sait, il y a aussi, les gens ne sont pas absolument contents de la politique de Syriza. Quelle est la situation politique à l'heure actuelle en Grèce? Vous parlez des menaces de l'extrême droite, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Bon, le gouvernement, d'abord, l'attitude du peuple envers les réfugiés était très positive au début. On a vu des exemples d'une solidarité incroyable. Mais le gouvernement a promis que l'Europe
aurait soutenu la Grèce avec de l'aide matérielle, des experts, tout ça. Ça n'a jamais été fait. Alors ça, la situation commence. Alors, comme à ce moment-là, à la fois c'est la question des réfugiés, à cause des problèmes, et aussi à cause des problèmes économiques, les opinions publiques changent plutôt négativement envers le gouvernement. Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est important à rappeler, parce que l'action politique, c'est aussi primordial par rapport à ce rapport avec l'opinion publique. Premièrement, Alexis Tsipras et son gouvernement a été très courageux. Il a tenu la barre. Je pense que c'était utile pour permettre cette perspective plus favorable, comme on peut le constater depuis un an. En même temps, il y a l'Union européenne qui doit prendre ses responsabilités, et c'est le moment d'aller plus loin dans ces plans d'investissement tels qu'on l'abordait précédemment. Et puis troisièmement, on voit bien, c'est pas propre à la Grèce, c'est vrai aussi en Italie et dans d'autres pays, la migration peut déstabiliser le vivre ensemble dans un certain nombre de pays du sud de l'Europe. Donc là encore, on doit faire en sorte que l'Europe prenne des positions collectives et fasse acte de solidarité. Sinon, on met en difficulté un certain nombre de pays qui sont en première ligne face à cette migration. Et puis, finalement, peut-être, est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait, d'ici de l'Europe et à l'intérieur de la Grèce, faire tout pour renforcer les blocs progressistes, pour accompagner Syriza et Tsipras dans ces efforts. Ne pas les laisser seuls. Hein. Donc ça nous appelle à tout, à les Verts, les socialistes. Bien sûr. Ouais. Il faut construire une vraie alternative politique. On a un pour péril l'avenir, politique. On a un péril politique, c'est la montée des nationalismes. Partout en Europe. La seule forme de les arrêter, c'est construire une alternative. Et donc, les progressistes que nous représentons doivent s'unir, doivent permettre de trouver des solutions progressistes. Ah oui, évidemment. Mais pas défensives, voilà. Voilà. Parce qu'on peut dire aussi que la montée des populismes dont on parle en permanence en Europe, c'est aussi le résultat d'un affaiblissement des groupes de gauche, des organisations. Bien sûr, des groupes de gauche. Qu'est-ce qui va se passer, simplement en quelques mots, d'ici la fin de la semaine? Vous pensez que quand même l'Europe va faire les versements qui sont promis à la Grèce? On va voir ce qui va se passer parce qu'il y a une réunion du Fonds monétaire international. Et là, peut-être, on va avoir une idée plus claire sur la question de la dette et s'il y a une possibilité de la réduction comme a été promis. Et puis, lundi, il y a un Eurogroupe qui va décider sur la question de la tranche de l'argent, de l'aide, si la tranche sera donnée à Grèce. C'est le moment de mettre en garde le patron de l'Eurogroupe. Quand j'entends ce qu'il disait début septembre, disait à propos de la Grèce, l'été est terminé, il faut ranger le matériel de camping. Bon, c'est honteux. C'est honteux ce qu'on en a entendu. Donc là encore, ce que disait Pierre Moscovici, il avait raison de le dire. La responsabilité aujourd'hui est dans le camp de l'Europe. Oui, voilà. Alors on va en venir à deux autres pays qui sont aussi dans le collimateur de l'Union européenne, Espagne, Portugal, on le disait tout à l'heure en début de cet entretien. Ça s'est passé lundi au Parlement européen avec le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, qui trouve que ces deux pays laissent filer leur déficit au terme évidemment des exigences de l'Europe. Rappel à l'ordre, a-t-il dit, ça avait déjà été le cas d'ailleurs au mois de juillet. Sinon, l'Europe suspendra, alors il peut y avoir des amendes, et l'Europe suspendra les fonds structurels. Rappelons que ces fonds structurels, c'est les fonds qui permettent en gros d'aider les régions en difficulté sur des projets de développement en Europe. Alors ça a provoqué une levée de boucliers chez beaucoup de députés qui ont jugé cette menace ridicule, dangereuse, inutile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ernest Maragall? Comment vous avez vécu un peu cette journée de lundi? Je crois qu'on a vécu un certain scénario, un certain dessin.
La Commission, ils essaient de garder sa crédibilité du point de vue des gardiens de règles et de son rôle de vigilance sur l'accomplissement de... Mais c'est évident que la règle, c'est pas... L'erreur, c'est la règle. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Châtier les pays qui ne sont pas capables de maintenir un équilibre budgétaire suffisant avec réduisant sa croissance, ses possibilités d'investissement. C'est absurde, c'est tout à fait... Sachant que ces pays, aussi bien l'Espagne que le Portugal, sont en difficulté économique à l'heure actuelle. Ils sont en difficulté économique et on peut discuter de ce qu'ils ont fait. Et l'Espagne, par exemple, que je connais mieux, on peut discuter de certaines mesures sur le plan fiscal. Ils ont réduit les impôts sociétés, à l'exemple. Mais au-delà de ça, l'Espagne essaie de sortir de la crise de son mieux. Il faut l'aider, il faudrait augmenter les fonds, pas les retirer. Surtout pas en enlevant les fonds. Il ne faut pas châtier les régions et les villes quand c'est l'État qui prend les mesures budgétaires qui sont de l'origine de la théorisation. Alors ça concerne spécialement la Catalogne, ça Ça concerne la Catalogne dans une mesure importante. On parle de centaines de millions annuels ce serait des effets réels. Et ça affecte des projets concrets, des gens concrets, des entreprises concrètes, des efforts sociaux. Donc c'est contre-productif. C'est contre-productif, absolument. Mais là, on est dans un combat politique, et donc il faut mettre en garde, moi je le mets en garde, la Commission européenne. On voit bien qu'il y a à l'intérieur de la Commission européenne un certain nombre de tenants jusqu'au boutiste de cette austérité la rigueur budgétaire. La Commission, ce petit Kainen, parce que c'est lui qui est à l'origine de cela. Il faut démontrer qu'il vienne. Donc Jean-Claude Juncker et Pierre Moscovici, par ailleurs, qui ne sont pas sur cette longueur d'onde-là, doivent le dire, stop, c'est absurde que de vouloir punir l'Espagne et le Portugal. Il faut changer la règle. Il faut revenir sur les conseils. On ne l'avait jamais appliqué, c'est la première fois. Et quand on essaie de l'appliquer, on voit que ça c'est absolument inapplicable, injuste, contre-productif. Vous savez, là aussi on est devant des téléspectateurs, donc il faut leur dire que voilà l'utilité d'un Parlement comme le Parlement européen, qui dénonce ce qui aurait pu être une décision prise en catimini par des bureaucrates, des technocrates un petit peu sous le manteau. Non, nous, à l'occasion de cette session à Strasbourg, on a dit haut et fort, stop, c'est absurde et donc il faut bien évidemment ne pas punir. Laissez-moi ajouter une ultime réflexion. On applique la procédure établie sur le plan du déficit budgétaire de ces pays. On ne l'applique pas sur d'autres règles qui sont également sur la table et que la Commission n'utilise pas. On ne parle pas du superávit commercial de l'Allemagne ou de l'Hollande, extraordinaire, énorme, qui est un préjudice évident sur le conjoint de l'économie européenne, aussi sur la croissance de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne et tous les autres. Donc, et ça, la Commission fait feinte de ne pas voir. C'est une situation qui vient de très loin. Donc il y a de l'arbitrarité, il n'y a pas de respect de la règle. Katainen disait, oh, la loi, c'est la loi. Mais ce n'est pas pour tout. En tous les cas, on est d'accord pour dire qu'il y a un décalage très net entre les faire chercher, qui serait de raffermir l'économie pour justement parvenir à ces fameux équilibres budgétaires, et puis les mesures de rétorsion qu'on prétend imposer et qui vont exactement, comme c'est le cas, si le Skouloglou nous disait tout à l'heure à propos de la Grèce, produire l'effet contraire. Enfin, en tous les cas, ça ne va pas permettre de faire avancer la situation économique. Vous y voyez une situation, finalement, ce qui se passe à l'heure actuelle en Espagne et au Portugal, très semblable à la situation de la Grèce. Ah oui, absolument. Et ça va le même avec les accords et le respect des accords. S'il s'agit des accords financiers, alors on doit, et s'il s'agit pour les pays du Sud, alors il faut appliquer les accords au 100%. Bien sûr. Mais s'il s'agit de l'excédent allemand ou bien des décisions qui concernent les réfugiés, par exemple, là où il y a des violations... On n'en parle pas beaucoup. On a décidé il y a un an... Bien connu. Pourquoi on ne prend pas des mesures contre les pays qui n'appliquent pas les décisions collectives? Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi deux poids et deux mesures? C'est pour ça qu'il faut obliger M. Katainen à développer une... On laisse faire des référendums dans un certain nombre de pays. C'est la rôle du Parlement aussi, vous le disiez.
d'avoir l'initiative, de Voilà. signaler un chemin, il faut rectifier. Alors, est-ce qu'au Parlement, vous avez trouvé que par rapport à ces volontés affirmées de certains au sein de la Commission européenne, la réaction des députés avait été assez ferme? Comment vous l'avez jugé? Mais ça, un peu, si vous me permettez, un peu dans l'hypocrisie pour quelqu'un. Parce que ce sont les mêmes groupes qui ont accepté cette règle il y a Bien sûr. 4 ans. Non? Donc maintenant, tout le monde fait des gros crus. Quelle horreur. Mais on est ici parce qu'on n'a pas été suffisamment ferme il y a 4 ans. Non? Donc, le dogme des 10 ans de Barroso à la tête de cette Commission européenne c'est ça. fait d'énormes dégâts. Il faut quand même avoir cela en tête. Et en réalité, ce sont eux qui sont à l'origine aussi de l'aggravation de la crise. Certes, on a connu une crise financière, puis une crise économique qui a été d'ampleur à partir de 2008, mais la fermeté plutôt que de actuelle. la juguler, on l'a accentuée parce qu'on a eu ce qu'on peut appeler un libéralisme économique forcené, effréné, voulu par ces dogmatiques qui étaient Barroso et consorts. J'espère maintenant qu'il y aura une cohérence entre les scénarios du lundi, avec tous les groupes indignés et les décisions futures, sur tous les champs, sur les camps budgétaires, sur les camps budgétaires de l'Union européenne, sur les camps de la fiscal capacity pour l'eurozone, sur les camps des instruments pour la croissance nouveau. Et ça, ce sont des décisions qui sont là, sur la table. Non? Alors vous le disiez tout à l'heure, Ernest Margay, la Commission européenne tâte le terrain quand même. Ils ne sont pas trop sûrs des décisions qu'ils doivent pas. D'être dur, mais elle sait que ça, c'est absurde. On espère que l'Espagne et le Portugal vont présenter dans une semaine son plan budgétaire pour le futur. Alors on pourra lever les sanctions parce qu'on aura déjà les constats qu'on est dans le bon chemin. D'autant que la Commission européenne, l'Europe sait aussi que les mobilisations populaires en Espagne et au Portugal sont importantes. Oui. Mais ce n'est pas seulement question de la défense de l'Espagne et du Portugal, c'est la question de l'intérêt général européen qui est sur la table aussi. Donc il faut réviser ça, il faut changer, mais pas pour pardonner généreusement. Il faut corriger les erreurs qu'ont fait l'Espagne et le Portugal aussi. Mon collègue Margay a tout à fait c'est raison. le cas aussi pour la Grèce. Il faut corriger des choses, évidemment. Il faut corriger des choses. Ne pas punir le peuple pour les... Mais la conditionnalité, équilibre budgétaire, fonds de cohésion, ça c'est une erreur conceptuelle grave. C'est-à-dire, rappelons ce qu'est la conditionnalité, c'est les conditions qui sont mises à l'attribution des fameuses... Oui. Voilà, des fameuses... Il faut peut-être en parler des conditionnalités, mais pas avec Bien ces sûr, instruments. bien sûr, Il faut pas de cette d'autres manière choses. punitive. On va dire un mot, quelques mots, plus que quelques mots évidemment d'une situation qui est très grave, qui est celle de la Syrie, aux portes de l'Europe. Alors l'actualité est marquée par un certain nombre d'événements qui sont surtout à l'heure actuelle des événements militaires et diplomatiques, il faut bien le dire. Du côté militaire, tout le monde a en tête évidemment les bombardements meurtriers d'Alep qui touchent les civils, qui font énormément de pertes humaines tous les jours. Également la préparation de l'offensive de la coalition occidentale contre la capitale, entre guillemets, de Daesh, Mossoul. Et puis du côté diplomatique, il faut le dire aussi, une certaine panne à l'heure actuelle. On a l'impression que l'Europe est absente de ce conflit qui se passe tout de même aux portes de l'Europe et dont elle est, l'Europe, l'une des premières à enregistrer les conséquences, ne serait-ce, vous l'avez tous dit ici, que par l'intermédiaire de cette question des réfugiés. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude actuelle de non-investissement, finalement, d'absence de l'Europe dans le conflit syrien, où on peut le dire par ailleurs, des pays européens sont partie prenante, combattent là-bas. Oui. Gilles Pargneaux, allez-y. Premièrement, il faut qu'on le dise malheureusement, Alep, c'est l'enfer sur Terre. Tout le monde le dit, c'est l'enfer sur Terre. Donc on ne peut pas continuer à être spectateur. Oui. Donc l'Union européenne doit rentrer dans le jeu. On peut, je crois, il faut cesser le tête-à-tête russo-américain qui, je crois, là aussi a atteint ses limites. Et puis après, il faut dire que la solution armée est une chimère. On a entre les forces pro-Assad, les mouvements rebelles, certes moribonds, les groupuscules affiliés à Al-Qaïda comme le Front As-Nosra qui se bat contre Assad, les Kurdes qui poussent pour une indépendance de leur région, la Rojava, Daesh ou encore la présence à peine voilée des Iraniens et des milices du Hezbollah.
qui peut croire qu'une solution unilatérale est possible? Donc il va falloir que l'on puisse mettre tout le monde autour de la table. Et là, l'Union européenne a son importance. Et puis, il faut qu'on mette en place d'urgence un corridor humanitaire. Il en va de notre responsabilité politique pour que celles et ceux qui malheureusement sont sous cet enfer sur Terre puissent être aidés. Alors après, donc, à partir du moment où on est tous autour de la table, il faut ainsi reprendre la discussion pour mettre fin à certains agissements. Je pense qu'il faut quand même qu'on dise que les Russes ont une certaine responsabilité en ce domaine et qu'ils devraient tout de même être plus modestes pour aller faire ce geste vers la paix. Est-ce que ça veut dire aussi que l'Europe doit aller vers eux à un moment donné? Enfin, si on Oui, discute, moi, on je discute. pense qu'il faut discuter avec les Russes. Oui, oui, je pense qu'il faut discuter avec les Russes. Il faut arrêter d'être complètement dans une position qui m'apparaît par trop dogmatique. Non, parce que ils sont, les Iraniens, les Russes, sont au cœur de la solution. La Grèce n'en est pas loin non plus de cette zone de conflit. Stelios Kouloglou, qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, de cette absence de l'Europe aux portes, et vous en êtes en Grèce aux portes de... Deux choses, je voudrais continent. dire. Un, qu'on craint plus de réfugiés encore, parce que la guerre continue. Ce qui semble se passer d'ailleurs. Oui. Et le deuxième, c'est que une des raisons de l'impasse syrienne, c'est l'absence de l'Union européenne. Oui. Parce qu'on a laissé le terrain à des adversaires, comme c'est le cas des États-Unis et la Russie, et aux forces qui ne sont pas si responsables au niveau diplomatique, où ils jouent des jeux locaux. La Turquie, les Kurdes, évidemment les terroristes de ISIS. Alors il faut que l'Europe joue un rôle, comme c'était le cas toujours, un rôle plus constructif que celle que jouent les acteurs actuels. On pourrait dire aussi que finalement, puisque vous en parlez aussi depuis le début de cet entretien, la façon dont l'Europe essaie de se débarrasser de la question des réfugiés, c'est aussi une manière de se débarrasser de la question de la Syrie en règle générale à l'heure actuelle. On met un peu tout ça sous le tapis, quoi. On ne veut pas trop savoir ce qui se passe là-bas. Trop clairement. Le rôle de la Turquie, que vous nous en souvenez, c'est le meilleur symptôme de cette attitude de l'Europe qui garde ses frontières, qui demande à la Turquie, qui paye à la Turquie pour faire les polices, qui ne paie pas la Grèce. Non. Qui paie un peu la Turquie. 6 milliards pour la Turquie. Ouais, 6 milliards, on a dit, mais on ne les met pas sur la table non plus. Non, mais tout ça nous mène à la réflexion que la situation actuelle, je partage le critère qu'on a exposé. L'urgence, c'est de faire stop à la guerre. L'urgence, c'est le cessez-le-feu. Et pour ça, il faudrait une Europe politiquement présente. Et l'Europe a renoncé à ça, historiquement, dans ces C'est ce que j'allais dire. C'est une preuve de plus il y a de cette absence. Il y a une renonce préalable, mais il y a une responsabilité historique de l'Europe. Dans les maps de l'Orient Moyen, c'est l'Europe qui l'a fait. Ils sont les Anglais, plutôt. Ça milite pour la construction d'une défense européenne. Car on voit bien que si on va vers cette défense européenne, ça nous permettra aussi d'avoir une diplomatie plus forte. Parlons-en sérieusement dès le début. Hein? Parce que maintenant, on tente d'y mettre sur les épaules des budgets européens des millions d'euros pour l'investigation sur la défense. Quand les pays membres dépensent énorme quantité d'argent, sans coordination, sans partager le Conseil de défense, sans présence politique. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi du corridor humanitaire. Dimanche, Federica Mogherini a fait cette proposition de mettre sur la table 25 millions d'euros, permettant ainsi de couvrir des besoins médicaux et d'acheminer de l'eau et de la nourriture à Alep. Là encore, pour l'instant, l'Europe pas beaucoup propose, de réponses à mais elle est en dehors de la table. Exactement. Voilà.
Ce qui prouve encore une fois, c'est un constat qui fait qu'on se dit que la On a politique... besoin de l'Europe. Voilà, c'est ça. constat, il Mais a besoin que- d'Europe. mais que sa Bien sûr. politique étrangère est inexistante. Enfin, à l'heure actuelle, on n'y voit pas grand-chose. Ouais. Mais on a besoin d'Europe. Ça, voilà, on représente trois sensibilités L'Europe de n'est gauche pas à la hauteur à de ce qu'elle l'intérieur de pourrait l'Union être. européenne, de trois pays différents. Peut-être que des oreilles nationalistes nous écoutent. Eh bien, bien sûr, s'il y a des oreilles nationalistes qui nous écoutent, on peut leur dire on a besoin d'Europe sur un domaine comme celui-là. Voilà. On ne va pas aller faire de la France, de l'Espagne ou de la Grèce tout seul, ou de l'Allemagne ou de l'Angleterre, hein, bien sûr. Écoutez, merci tous les trois d'avoir participé à ce débat. Bonne fin de journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas également de suivre un autre débat sur l'humanité.fr. Les scandales qui secouent la Commission européenne, entre autres l'embauche de José Manuel Barroso par Goldman Sachs. On y revient et on y est revenu avec 3 députés européens également. Donc suivez ce débat sur l'humanité.fr. Merci à vous. Au revoir.